Bonjour tout le monde, bienvenue dans la journée de démonstration de Media Lab, notre événement final. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je voudrais rappeler qu'est-ce qu'un Media Lab. Media Lab, c'est une initiative portée par l'école de journalisme de l'UQAM, par La Piscine, notre accélérateur des industries créatives et culturelles dont je fais partie. Et tout le programme est soutenu par le Patrimoine Canada. C'est un programme qui vise à soutenir les jeunes entrepreneurs issus des domaines des médias et médias périodiques, médias interactifs. Qu'est-ce qu'un Media Lab en quelques chiffres, donc juste pour vous donner un aperçu. Donc c'est un programme qui s'est déroulé sur 10 semaines. C'est un programme dont la première édition a réussi à engager la participation de 50 personnes qui ont déposé le dossier. On en a retenu 6 dans cette première édition, donc qui vont vous présenter leur pitch aujourd'hui. Media Lab, c'est aussi 18 experts engagés et qui travaillaient côte à côte avec nos entrepreneurs. Donc, les entreprises ont chacune rencontré 15 à 18 différents experts, tant dans les médias que dans l'entrepreneuriat que dans d'autres domaines. C'est aussi au total près de 200 heures en accompagnement individuel, que ce soit par les coachs, par les experts. C'est aussi une quarantaine d'heures d'accompagnement pour ces 6 porteurs de projets. C'est aussi 5 Lunch and Learn qu'on a organisés avec les professionnels de médias tels que Urbania, Attraction Média, les médias français. On a réussi à tisser les liens avec d'autres Media Lab en Europe, en France et en Belgique. Donc, c'est la première édition dont on est pas mal fiers. Avant de faire entrer mes autres collègues qui souhaiteraient vous dire un mot, je voudrais aussi vous rappeler comment va se dérouler la journée. On va partir sur les pitchs dans quelques instants avec les entreprises. Donc, chaque entreprise va être présentée par son coach. Il va dire 2-3 mots sur qu'est-ce qu'ils ont travaillé, sur comment ils ont collaboré. Ensuite, l'entreprise aura 3 minutes de pitch et vous aurez l'opportunité de leur poser 1 à 2 questions qu'on va prendre via le chat. Après les pitchs, on va terminer à 15 heures. Les partenaires qui se sont inscrits pour les sessions individuelles B2B, vous pouvez vous diriger vers les sessions. Je vais faire un rappel à la fin comment ça va se passer, mais donc vous vous dirigez vers les sessions selon votre planning qu'on vous a envoyé. Vous avez votre grille de rendez-vous et vous naviguez entre les sessions et vous découvrez, vous discutez un peu avec les projets. Donc, ce sont des rendez-vous de 15 minutes. Pour ceux qui ne sont pas inscrits pour les sessions B2B, vous pouvez visiter les stands des entreprises ou aller networker. Donc, pour les sessions, pour les stands, notez que les entreprises ne sont pas là, mais vous pouvez leur laisser un message, vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez connaître un peu plus sur le projet, vous pouvez marquer votre intérêt, ils vont revenir vers vous. La plateforme reste disponible pendant 48 heures après la fin de l'événement, donc n'hésitez pas à revenir, voir les connexions que vous avez créées. Donc, on est là pour parler entre professionnels et les amateurs des médias de tout genre. Donc, je vais inviter Marie-Ève Forger qui travaillait avec moi sur le projet Media Lab. Donc, bienvenue Marie-Ève. Merci. Oui, comme Maria l'a dit, moi j'ai travaillé aux communications Media Lab. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire les portraits des porteurs de projets pour les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai appris à les connaître? Ces 6 projets vraiment intéressants, portés par des gens tout aussi intéressants puis passionnés de ce qu'ils font. J'espère vraiment que vous allez les aimer autant que j'ai apprécié travailler avec eux, à les connaître, puis à apprendre plus sur leurs projets puis leurs bonnes idées. Donc, c'est ça, je vais passer la parole à Patrick White, responsable du programme de baccalauréat en journalisme de l'UQAM. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, c'est un peu l'accomplissement de presque 15 mois de travail parce que le Media Lab, c'est un projet auquel on a réfléchi l'an dernier et grâce au concours financier de patrimoine canadien et de l'UQAM, on a réussi à aller chercher des professeurs de l'École des médias pour encadrer, accompagner ces 6 projets-là, également faire la sélection des projets. On a eu 52 projets
qui nous ont été présentés cette année pour la première édition du Media Lab. On espère qu'il y aura une deuxième édition, mais c'est toujours une question de gros sous. Alors, on est très content d'avoir accompagné ces 6 projets-là durant 10 semaines, des projets sur l'intelligence artificielle, des projets sur des contenus de balado, également un site étudiant de journalisme sportif, un site albertain, franco-albertain, qui va se spécialiser dans le journalisme scientifique et les cosmétiques. Donc, beaucoup de contenu, évidemment, journalistique. On était bien contents de pouvoir accompagner ça. Je remercie également la piscine pour son accompagnement et ça me fera plaisir de pouvoir présenter un des participants dans les prochaines minutes. Merci beaucoup Patrick. Alors, donc, on doit commencer avec le projet de Johan, mais je pense que Johan a des problèmes de connexion. Je voulais aussi vous dire que veuillez nous excuser pour d'éventuels problèmes de connexion de différents participants. Donc, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. On va peut-être passer tout de suite au projet de Jonas et Daniel. Puis Patrick, on va peut-être changer un petit peu l'ordre dès que le projet Club École est connecté, on vous le fait partager. Donc, j'invite Daniel Dutesco, le coach de l'entreprise du projet Gradient AI. Bonjour Daniel, à toi. Bonjour tout le monde. Merci encore pour tout le monde d'être là. Je suis très excité d'être là aussi avec Jonas. Premièrement, ce fut un plaisir de travailler avec lui sur Gradient AI. Je pense qu'il a une solution qui, selon moi, qui est très pertinente au niveau de notre société et dans le contexte actuel dans lequel on vit et ce qu'on entend autour de nous. En regardant, en travaillant avec lui, je pense que moi, ce que j'ai vu, c'est une solution qui est évidemment pertinente pour les médias, mais qui s'étend bien au-delà du Québec et selon moi, je pense, a un énorme potentiel au-delà des médias et dans plusieurs autres secteurs. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est vraiment le féliciter pour sa démarche et surtout le temps qu'il a passé à rencontrer plusieurs mondes et à apprendre plus sur les médias et les besoins pour justement adapter sa solution en conséquence. Merci beaucoup, Daniel. On te laisse la parole. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Toujours? Oui. Juste le screen. Okay. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Jonas, juste un instant. Oui, voilà, c'est bon. Parfait. Voilà. Ça va être comme ça. Là, c'est bon? Là, on va juste en... C'était bon tout à l'heure. Ça arrive. Comme ça. Hop, oui. Si tu peux mettre en mode plein écran, ça va être parfait. Comme ça? C'est bon? Plein écran? Ouais. Oui, c'est correct. C'est bizarre. Ok. Ce sera comme ça. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Je m'appelle Jonas Isonegger. Je suis cofondateur et scientifique des données à Gradient. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre solution de recommandation de contenu qui vise à maximiser l'engagement au long terme. Donc, comme vous le savez tous, les journaux et les médias sont en train de vivre une guerre pour l'attention des lecteurs. Et dans cette guerre pour l'attention, les GAFAM et de nombreux journaux s'outillent dans une recommandation de contenu qui maximise les clics à court terme. Or, cette approche, au long terme, va enfermer le lecteur dans une bulle de filtre où il sera majoritairement exposé à du contenu qui confirme ses croyances et également sera exposé à du contenu de moins en moins diversifié. Pourtant, de nombreuses études démontrent qu'être exposé à du contenu diversifié se traduit par plus de satisfaction, plus de valeur perçue et plus de chances de s'abonner et payer pour le service. Il y a donc une déconnexion entre les outils disponibles et les besoins des médias qui veulent construire une relation durable avec leurs lecteurs. Au long terme, on risque de perdre l'attention du public plutôt que de la gagner.
C'est pourquoi chez Gradient, on a conçu un engin de recommandation qui maximise l'engagement à long terme en accompagnant le lecteur de manière progressive dans la découverte de nouveaux contenus. Donc notre solution, elle se base sur de l'intelligence artificielle, mais aussi sur le schéma neurologique qui régit la création d'habitudes pour augmenter la probabilité de susciter un engagement à long terme. Concrètement, elle se compose de 3 modules. Le premier, c'est un engin de recommandation jouable qui permet au lecteur de basculer consciemment entre différentes versions du monde. Le deuxième, c'est une infolette personnalisée regroupant les articles d'intérêt qui ont été manqués, mais aussi des suggestions pour combler ces points morts journalistiques. Et le troisième, c'est un module d'engagement et d'éducation nouvelle pour instaurer des habitudes de lecture plus saines et durables. Donc, par souci de temps, on va se concentrer aujourd'hui juste sur le premier module, la recommandation jouable. En bref, c'est un engin de recommandation qui a été conçu pour la réalité des médias. Il fonctionne avec ou sans compte utilisateur et il est facilement implantable sous forme d'infolettre ou sur votre plateforme grâce à une API. Notre solution, elle se démarque aussi principalement par 2 outils numériques. Le premier, c'est le profil de lecture qui permet au lecteur de visualiser sa consommation de contenu et de se situer par rapport aux autres lecteurs. Le deuxième, c'est un curseur qui permet au lecteur de basculer du mode expert au mode explorateur et ainsi accéder à du contenu plus diversifié, plus surprenant. D'un point de vue du média, l'expert, c'est l'engin de recommandation qui va vous permettre de répondre à vos impératifs de court terme, donc plus de clics. Et l'explorateur, c'est là où on aimerait amener le lecteur afin de maximiser la satisfaction, la valeur perçue et sa volonté de payer pour le service. Donc, la beauté de la solution qu'on vous propose, c'est qu'elle vous permet de faire évoluer la profondeur de votre relation avec vos lecteurs afin de répondre à vos impératifs de court terme, tout en construisant progressivement une relation de long terme avec votre lectorat. Et ce, de manière transparente, bilatérale, et en respectant le rythme de chaque lecteur. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était la fin pour le premier module. Si la solution vous a intrigué, vous a allumé, et vous voulez en entendre plus, on se fera un plaisir de continuer la discussion avec vous, et d'adapter à votre réalité et à vos besoins, car chaque organisation est différente. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez poser les questions via le chat directement. Donc, on va garder 5 minutes pour les questions environ. Donc, est-ce que vous avez des questions tout de suite? N'hésitez pas à nous les envoyer. Si jamais les questions n'arrivent pas, je ne sais pas, Jonas, si tu as des choses à rajouter par rapport à ta solution, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de dire, mais en dire un mot de plus? On a tellement travaillé pour essayer de le faire rentrer en 3 minutes et demie que je pense que ça prendrait une discussion un peu plus complète. Je vais rajouter Daniel dans la boucle. Si Daniel, tu avais une remarque additionnelle par rapport à Daniel, ton micro. Comme je l'ai dit au début, je pense que c'est une des choses qui, moi, m'a allumé. Surtout si on regarde tout ce qui se passe dans les médias, surtout au niveau des nouvelles. C'est pour rentrer la radicalisation des gens, mais aussi dans d'autres sujets où les gens sont vraiment de plus en plus un focus très particulier sur leur façon de penser. Je pense que c'est une façon facile, justement, d'éduquer les gens, d'amener une perspective. Et moi, ce qui m'a allumé aussi, c'est le fait de pouvoir rentrer dans d'autres types de contenus au-delà des médias imprimés. Donc, ça s'applique aussi à d'autres, aux balados, à la musique, vidéo, dans différentes façons. Évidemment, il faut travailler avec Jonas et voir comment toute cette intégration-là, mais ça va au-delà des médias imprimés traditionnels. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a quelques questions qui arrivent. Donc, est-ce que l'outil permet de personnaliser la page d'accueil selon le profil? La question de Julie Koenig. Oui, alors, quand on parle de profil, c'est-à-dire qu'on part du principe déjà que vous avez un compte utilisateur. Donc, si c'est le cas, au moment où l'utilisateur arrive, on est capable de comprendre son profil avec ses lectures passées et de personnaliser la page. Si c'est un utilisateur qui arrive de Facebook qu'on ne connaît pas, ça prendra... en fait, on sera capable de générer le contenu personnalisé en partant de l'article sur lequel il a cliqué sur Facebook
C'est ça. Donc, c'est vraiment le but ici, de pouvoir personnaliser l'expérience. Merci beaucoup. Je pense on ne pourra pas prendre toutes les questions, mais je vais en lire encore une. Est-ce que vous avez des données concrètes au niveau de la croissance des pages vues par visite avec votre solution? Non, alors, les données qu'on a, donc, la solution et l'architecture algorithmique qu'on utilise a été testée sur des sets de données, des jeux de données réels. Et les données qu'on a, c'est la performance par rapport à d'autres algorithmes de baseline, donc c'est-à-dire à quel point nos prédictions sont précises. Ça veut dire à quel point est-ce qu'on arrive dans les 10 articles qu'on recommanderait, combien de pourcentage de fois on tombe juste. Et ce qu'on a, c'est aussi à quel point on arrive à jouer avec la précision tout en étant aussi en favorisant la découverte de tout le catalogue du contenu. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Bon, c'était la question de Rémi. On pourrait rediscuter une autre fois avec Rémi à propos de cette question. Mais merci beaucoup, en tout cas, Jonas. Merci beaucoup, Daniel. On va passer à Johan, donc Johan qui nous a rejoint. Donc, je fais venir Patrick pour présenter Johan et je vais enlever Jonas. Donc, rebonjour Patrick. Bonjour. Alors, bonjour Johan. Le Club École, qui est un média étudiant de l'UQAM en journalisme, un média étudiant qui vient de signer sa première année, donc un Club École de journalisme sportif qui couvre je dirais, l'ensemble des sports importants, évidemment, ici et ailleurs dans le monde. Ils nous ont frappés avec leur couverture étendue, multiplateforme avec de la vidéo, avec des balados, avec du contenu en temps réel, avec des Facebook Live. Et au cours des 10 dernières semaines, ils ont été challengés. Ils ont approfondi également le modèle d'affaires du Club École. Donc, je vous présente Johan Carrière, qui est étudiant en journalisme au bac en journalisme à l'UQAM et qui est dans l'équipe du Club École. Merci beaucoup, Patrick. Très belle présentation. Merci. Puis désolé de mon retard pour tout le monde. On avait des petits problèmes côté technique. Donc, sans plus attendre, je vous partage ma présentation. Et donc, on va y aller. Juste ici, là, malheureusement, je dois y aller par ici, comme cela. Donc, pour ce qui est du Club École, comme tel, nous sommes un média sportif étudiant, comme le mentionnait Patrick, dont le but est de permettre aux étudiants en journalisme qui désirent évoluer dans le journalisme sportif de faire leur classe comme tel et de travailler dans le milieu, d'approfondir leurs connaissances sur tous les sports et de voir comment travailler dans un média sportif afin qu'ils soient prêts pour le marché du travail lorsqu'ils vont être diplômés de l'université. Donc, c'est notre vision à long terme, c'est d'être un tremplin pour ces étudiants-là. Nous sommes une équipe de 14 journalistes. Sur ces 14-là, nous sommes 5, dont moi et 4 de mes collègues qui s'occupent plus de la gestion des réseaux sociaux, de la gestion du contenu également et de tous les petits pépins qu'on peut retrouver dans ce qui touche à la gestion d'un média. Sinon, qu'est-ce qu'on arrive à proposer aujourd'hui? C'est pour répondre à un problème qu'ont des fois certains médias plus professionnels, des plus grands médias qui manquent parfois peut-être de journalistes, de personnel, d'argent pour aller couvrir certains événements ou pour produire certains contenus. Et c'est là que nous, on viendrait répondre à cette demande-là avec un espèce de modèle d'agence de presse où on établirait une certaine grille de tarifs où ces médias-là pourraient venir piger dans le contenu du Club École, ce qui leur permettrait d'accroître l'étendue des événements qu'ils peuvent couvrir et des angles qu'ils peuvent couvrir sur certains événements sportifs. Et de notre côté, nous, ça nous offre une visibilité puisqu'on garderait bien sûr le nom et l'image du Club École. Et pour les journalistes aussi de notre média, ça rajouterait une certaine visibilité, ça rajoute une certaine gratitude aussi. On serait très heureux de le faire, d'être sélectionné, de voir nos articles être sélectionnés par ces médias-là. Et on aurait deux types de partenariats. Donc, soit c'est un tarif à la carte, donc pour un article, 2 articles, 3 articles, ou
des partenariats au mois, aux 3 mois, aux 6 mois ou à l'année qui viendraient, eux, donner accès à l'entièreté du contenu produit par le Club École pour qu'il soit réutilisé par la suite par ces médias-là, toujours en gardant notre nom et notre image. C'est donc ce qui fait le tour pour nous, pour la présentation du Club École. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Johan. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas à nous les envoyer. Si jamais vous n'avez pas de questions, donc Johan sera disponible dans la session individuelle. Si jamais vous n'êtes pas inscrit à l'avance, vous pouvez toujours nous écrire dans le chat si vous voulez vous rajouter. Selon les plages horaires disponibles, on vous en rajoutera après 15 heures. On va attendre encore une petite minute. Les questions. Y a-t-il des questions? Alors, question de Rémi. On adore Rémi, il pose toujours beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a vraiment un manque de ressources chez les médias sportifs professionnels? Ça va venir dépendre de qu'est-ce qu'on veut couvrir chez ces médias-là. C'est sûr qu'il n'y a pas de manque de ressources pour couvrir les Canadiens de Montréal, il n'y a pas de manque de ressources pour couvrir le CF Montréal, il n'y a pas de manque de ressources pour couvrir la NFL, les grandes ligues de sport comme telles. Là où il y a un certain manque, c'est à les couvrir dans ce qui est peut-être un petit peu plus niché, dans ce qui va peut-être moins appeler à certains lecteurs, mais qui va avoir un petit groupe de lectorat qui va s'y intéresser, mais on ne veut pas dépenser tant de ressources pour aller couvrir ces événements-là ou pour aborder certains angles. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter du contenu complémentaire. Donc, pas nécessairement du contenu qui est déjà là, mais du contenu que ces médias-là ne produisent pas parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas les produire, mais que si on leur donne, mais là, à ce moment-là, ce serait donnant-donnant, ce serait gagnant pour les deux parties. Une autre question de Jocelyne Morissette. En termes de volume de production, donc pourcentage production article versus vidéo. C'est sûr qu'en raison de la pandémie, on n'a pas été en mesure de développer notre contenu vidéo autant qu'on le voulait. On a beaucoup de projets sur la table pour la session d'automne. Au niveau des articles, ça va dépendre aussi, veut pas, tous nos membres sont étudiants, ont des emplois à temps plein durant l'été. Donc, c'est sûr que durant l'été, on produit un petit peu moins au niveau des articles. Mais sinon, on a été en mesure de se tenir là, durant notre première année d'existence à une bonne moyenne là, au moins 2-3 articles par semaine. Où on est très fort, c'est au niveau de la balado-diffusion, où on en a plusieurs différentes qui couvrent tous des sports différents, certains aspects différents du milieu du sport. Et là-dessus, on est presque, quand toutes nos balados roulent, on est presque à 1 par jour. Merci beaucoup, Johan. Donc, dernier commentaire de François Robert. Proposition très intéressante pour les étudiantes et les étudiants. Bravo, Johan. Merci beaucoup. Donc, merci, Patrick. Merci, Johan. Je vais inviter à notre prochain duo. Donc, le projet Ma Petite Chimiste, présenté par sa coach, Claudia Vezzo. Bienvenue, mesdames. Donc, Claudia, je te laisse la parole. Si tu peux nous dire un petit mot sur le projet. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier la piscine et le Redi pour m'avoir donné l'opportunité de m'impliquer à titre de coach dans ce programme. Merci beaucoup aux organisateurs du Media Lab. Merci beaucoup, Maria. Merci aussi de m'avoir jumelé avec Ma Petite Chimiste. C'était vraiment une très belle rencontre. C'est un projet qui est une approche d'affaires qui est sincèrement nécessaire dans le marché des cosmétiques. Akilian, en plus, a su se positionner de façon très nichée avec son expertise en chimie. À travers nos sessions, nous avons peaufiné son modèle d'affaires. On a travaillé ensemble aussi avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de plaisir, de rire, tout en discutant des enjeux que nous vivons tous là actuellement à l'échelle mondiale. C'est important, à mon avis, en tant qu'entrepreneur, de créer de la valeur à impact positif sur la société et sur notre environnement. Donc, j'aimerais te remercier, Akilian. Merci pour l'entrepreneur que tu es et félicitations. Puis, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, Akilian, à toi de jouer. Okay. Tu peux partager ton pitch.
Est-ce que c'est bon? Yes. OK. OK. Est-ce que vous voyez, c'est correct ou pas? Oui, on voit, on t'entend, tout est beau. OK. Salut tout le monde. Mon nom est Akiliane Diata. Je suis chimiste de formation et je vis actuellement en Alberta. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon projet sur lequel je travaille depuis des mois. Et j'ai travaillé au fait dans le domaine de la chimie et de la qualité. Je suis passionnée de cosmétiques depuis ma plus tendre enfance et cela a commencé en faisant mes produits moi-même. Et je vois de nos jours que de plus en plus de monde font leurs propres produits cosmétiques. Il y a tout un engouement pour faire soi-même ses produits, donc ce qu'on appelle les do-it-yourself. Un des exemples de cet engouement, c'est les chiffres d'affaires d'Aromazone, qui est le leader actuellement non contesté, avec ses plus de 100 millions de chiffres d'affaires pour 2020. Au niveau du marché, j'ai constaté à travers mes expériences qu'il y avait une problématique sur le marché des do-it-yourself. C'est d'un côté, quand les gens voulaient faire leurs produits, ils pouvaient se tourner vers les blogueurs influenceurs, ce qu'on appellerait qui se font appeler des experts. Le langage est accessible, mais l'information n'est pas toujours exacte, voire dangereuse. Ou d'aller vers des scientifiques, chimistes, biochimistes. Et par contre, là, l'information est exacte, mais un langage tellement technique et qui n'est pas du tout accessible. La solution, donc, j'ai décidé de créer ma petite chimiste, qui au fait est un média scientifique, vulgarisateur et d'aide à la décision sur les cosmétiques avec dans la niche de la fabrication des cosmétiques faits à la maison. Donc, avant de faire le Media Lab, j'ai testé le concept auprès de 400 prospects et grâce au Media Lab, comme l'a dit Claudia, j'ai pu peaufiner le modèle d'affaires et affiner l'offre. Donc, comment on s'y prend? C'est à travers la création de contenu scientifique spécifique aux cosmétiques et nous aidons dans ce cas-là notre clientèle à fabriquer ses propres produits à la maison de façon sécuritaire. Donc, la plateforme, son avantage, c'est le fait qu'il soit basé sur la science, axé sur la sécurité et la protection de la santé. Et grâce à ma passion pour les voyages et mon expérience, j'ai un réseau de fournisseurs qui est assez étalé. En parlant de clientèle, on a deux groupes de clientèle, les B2C et les B2B. Donc, les B2C, la différence entre le wannabe et le do-it-yourself et le do-it-yourself, c'est au niveau de leur parcours. Le wannabe n'a jamais fait de produit, il est au début de son parcours, tandis que le do-it-yourself est un peu plus avancé. Aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur la clientèle B2B, notamment les médias. Pour des médias qui ont des sections beauté ou qui sont dans le secteur lifestyle et au fait qui sont à la recherche de contenu scientifique destiné spécifique aux cosmétiques qui soit n'ont pas de journalistes scientifiques en interne ou leurs journalistes scientifiques n'ont pas le temps en fait de créer ce contenu-là. Qu'est-ce qu'on propose au niveau de notre modèle d'affaires? Pour les B2C, ce sont des chroniques, des recettes, des ateliers, des formations, des ingrédients, des kits. À part les chroniques qui peuvent être, les chroniques et les recettes qui peuvent être gratuites, le reste est payant. Et au niveau du B2B, c'est la création de contenu, voire le sponsor. Pour le faire, comme vous le devinez, c'est un travail d'équipe. Donc, dans notre équipe est assez diversifiée. Je suis pas la seule spécialiste en chimiste. Je suis aussi accompagnée de chimistes, de programmeurs et autres. Et lors d'autres phases, pour nos 6 premiers mois, c'est de lancer notre plateforme qui est actuellement en test et bien entendu de produire du contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notre site mapetitechimiste.com où vous pouvez vous inscrire pour être au fait notifié quand la plateforme sera en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Akiliane. On va enlever le stream. Est-ce que le public a des questions pour Akiliane? Vous avez vu, Akiliane a beaucoup travaillé sur le pitch. Ceux qui ont vu les projets évoluer, je pense qu'on peut vraiment remercier les coachs puis tous les experts qui sont intervenus. On voit une évolution incroyable de tous les projets, donc pas juste Akiliane, les projets précédents également. Donc, si vous les avez rencontrés au tout début, je pense que vous pouvez
vraiment voir le résultat du travail des 10 dernières semaines. Y a-t-il des questions? Alors, bon, regarde, Kylian, je pense que tout était clair. Moi, je pense que c'est plutôt le cas que c'était très clair que plutôt que personne n'a rien compris. Donc, de toute façon, ceux qui ont des sessions individuelles avec Kylian pourront lui poser des questions. Ah, il y a une question qui est arrivée de Jocelyne Morissette. Est-ce que vous avez pensé offrir des chats questions-réponses pour le public? C'était une idée que m'avait proposée Claudia, qu'on garde, mais c'est une question aussi de logistique et notre capacité de production. Mais c'est dans notre carnet de projets à développer. Super. Merci Kylian. Merci Jocelyne pour la question. Je vais remercier donc Kylian et Claudia pour la présentation. Merci mesdames. On se revoit bientôt. Hop. Et je vais inviter le projet suivant, Né pour un gros pain, Hamza avec Louis et leur coach Ghislain. Je viens d'arriver. Yes. Bonjour tout le monde. Donc, Ghislain, est-ce que tu peux nous dire quelques lignes, quelques mots sur le projet que tu accompagnes? Oui. Et en 50 ans, le Québec a fait des pas de géant dans l'entrepreneuriat. Il existerait aujourd'hui près de 250 000 PME au Québec qui emploieraient 2,3 millions de personnes. Selon la CETEC, 60% des dirigeants de ces PME ont plus de 50 ans et 37 000 entreprises chercheront une ou un repreneur sous peu. Il devient donc important d'assurer la relève. Et la piscine a identifié 2 jeunes engagés qui se sont donnés comme mission de supporter le développement d'une culture entrepreneuriale au Québec à travers un projet très créatif. Si certains d'entre vous se sentent interpellés par cette mission, je vous invite à prendre contact avec eux et de joindre votre énergie et peut-être vos sous à la leur. Il me fait plaisir donc de vous introduire Hamza et Louis qui vous présenteront leur projet où le titre est déjà annonciateur de leur enthousiasme. Né pour un gros pain. Allez-y. Merci Ghislain. Comment commencer par une belle présentation comme ça? Donc, enchanté tout le monde. Parce que c'est vrai, qu'est-ce que Ghislain a dit. Après avoir discuté à travers le projet Né pour un gros pain avec différents entrepreneurs, on a pu constater qu'il y a vraiment un grand écart entre l'institution financière, les étudiants de services professionnels, économiques, gouvernementaux et aussi les médias spécialisés avec nos entrepreneurs. Et ça vous propose vraiment un projet qui permettra tous ensemble de bâtir la prochaine génération entrepreneuriale du Québec. Donc, on se présente, Louis Palacio, mon partenaire, et moi-même, Hamza Garnati. C'est vraiment un réel plaisir de présenter le balado Né pour un gros pain avec vous. Pourquoi Né pour un gros pain, un titre qui crée autour des mots? Ben, c'est simple, c'est parce que nous croyons fortement que le Québec a faim de succès. Merci Hamza. Donc, cela dit, on est à une étape charnière en ce moment pour la relève entrepreneuriale québécoise. Le constat est clair. Les entrepreneurs, en particulier ceux du Québec, ont besoin de support, surtout en sachant à quel point ils sont essentiels pour l'économie du Québec. Donc, on constate en ce moment que le Québec est en retard par rapport au reste du Canada en termes d'entrepreneuriat. Des 21,1% des Québécois qui veulent se lancer en affaires, seulement 5,3% restent vraiment. C'est une différence de 3% avec le Canada où on voit 8,1% qui restent. Donc, ce taux de chute, ce taux d'abandon de 3% survient lorsque les entrepreneurs nouveaux, donc de 3 à 41 mois de salaire versé, passent jusqu'à établi jusqu'à plus que 41 mois de salaire versé. Donc, à partir de ces observations-là, on voit qu'au Québec, il y a un besoin d'être accompagné et soutenu dans le développement des entreprises pérennes. Finalement, c'est pour ça qu'on a créé le média Né pour un gros pain. Donc, on l'a lancé en septembre 2020 pour accompagner la prochaine génération entrepreneuriale québécoise. L'idée, c'est d'outiller les jeunes professionnels et entrepreneurs de 22 à 28 ans avec du contenu média engageant sur l'entrepreneur québécois, tel qu'on le fait avec le balado Né pour un gros pain. Donc, à chaque épisode, publié aux 2 semaines, on anime des discussions avec différentes parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial québécois, animées de manière à promouvoir l'idée que l'entrepreneur québécois peut être le meilleur, que les entrepreneurs québécois peuvent être les meilleurs.
comment on se distingue de la compétition? C'est avec un regard 360 degrés sur l'impact sociétal et culturel de l'entrepreneuriat au Québec. Donc, depuis septembre 2020, on a plus de 18 épisodes avec des invités tels que Poche et Fils, Oui Chalet, et on a réussi à générer plus de 500 écoutes globales, comprenant un taux moyen de rétention de 88%, donc 500 écoutes, 300 à 500 écoutes par épisode en moyenne. On a aussi accumulé un collectif de plus de 1000 abonnés qui suivent nos pages Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. en seulement un espace de 6 mois. Donc voilà, donc comme Louis l'a dit, on cible à travers Né pour un Groupe-1 un média composé de 22 à 28 ans, mais concrètement, c'est qui? Donc, les personnes qu'on a pu consulter au cours de notre histoire, c'est des nouveaux entrepreneurs, des jeunes professionnels qui sont passionnés par l'entrepreneuriat et aussi juste des personnes qui désirent être outillées par un balado stimulant tel Né pour un Groupe-1. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre auditoire est regroupé aux 4 coins du Québec, même certains dans l'étranger. Donc maintenant, vous avez pu comprendre c'est quoi l'industrie en général et aussi qu'est-ce que c'est Né pour un Groupe-1. Quelle est notre offre? Donc, notre offre de contenu régulière, donc de contenu original régulière, on désire passer de 2 semaines à chaque semaine afin d'augmenter le taux d'acquisition et de retention de notre audience. Nous offrons aussi, à travers cette offre de contenu, une opportunité majeure, c'est vraiment de devenir partenaire de diffusion avec le balado Né pour un Groupe-1. La raison pourquoi, c'est qu'afin de maximiser votre visibilité par rapport aux initiatives que vous mettez de l'avant, on fait la promotion vraiment de publicité, de promotion publicitaire qui soit inclue dans le balado. De plus, si vous désirez directement être impliqué avec notre équipe, on vous offre aussi l'opportunité à être des co-créateurs de contenu avant nos capsules, la relève et les capsules. À titre d'introduction, la relève a vraiment pour but d'introduire la prochaine génération entrepreneuriale. Et la capsule Les Chefs est vraiment pour but à expliquer des notions importantes de l'entrepreneuriat à notre auditoire. Donc maintenant, pour prochaine étape, à quoi va ressembler Né pour un Groupe-1? Donc, on est extrêmement reconnaissant de l'aide de Media Lab parce que Media Lab nous a vraiment permis de devenir un projet à un vrai plan d'entreprise. Si notre mission vous intéresse, comme Ghislaine l'a mentionné, on vous invite fortement à nous contacter pour prendre un petit café virtuel et en parler du tout, mais surtout à se rassembler tous ensemble. Rassembler tous ensemble à accompagner la relève du Québec, mais surtout à rassembler tous ensemble à ce que le Québec soit vraiment né pour un Christ de Groupe-1. Donc, merci beaucoup pour la belle présentation et au plaisir de recevoir vos questions. Bravo. Merci Hamza, Louis et Ghislain. On va prendre une petite question. D'ailleurs, pendant que la question se forme, je tiens à préciser que les entrepreneurs, si vous voyez qu'une des questions n'a pas été traitée qui concernait votre entreprise, vous pouvez répondre directement dans le chat à la personne qui l'a posée, parce que je sais qu'il y a une question d'Éric Soulier qui n'a pas été traitée pour Gradient AI. Quelle sorte de pain êtes-vous? Demande Valérie Poulin. Je pense qu'on a une fan de notre podcast. Bonne question. Louis, je te laisse. Hamza, quelle sorte de pain? Ben moi, ça va être ciabatta. C'est vrai qu'on avait pensé à se poser la question un jour, à nous deux, mais ciabatta pour un mélange d'origine italienne, de petits côtés funky, de la versatilité qu'on peut faire avec, donc un bon panini qui m'a réconforté dans tant de dîners à travers ma vie. Toi, Hamza? Pour moi, c'est simple, c'est vraiment un pain aux olives. La raison est simple, je viens de maman marocaine, donc disons que s'il n'y a pas de pain aux olives, ben, ça ne marche pas dans la famille. Donc, aussi simple que ça. Et Ghislain? Ouais. Ouf! J'en mange le moins possible du pain rendu à mon âge. Sans gluten. Ghislain, c'est un pain sans gluten. Merci beaucoup. Donc, il y a Rémi qui pose la question sur le modèle d'affaires. Est-ce que vous pouvez répondre en 2 phrases? Oui, donc en termes de l'évolution de qu'est-ce qu'on voit Né pour un Groupe-1 devenir, on veut vraiment accompagner le plus possible en termes tous les entrepreneurs et la future génération. Donc en termes de contenu, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment un service gratuit avec nos balados, mais potentiellement on veut avoir un service freemium, okay, qui a certains balados qui seront exclusifs, soit à travers des services comme Patreon ou d'autres services aussi financiers qui seront développés dans le futur. Mais pour l'instant, on est vraiment en train de bâtir notre audience, une crédibilité avec du contenu gratuit. Mais là, pour l'instant, on veut passer à la prochaine étape en incluant à chaque partenaire qu'on a mentionné dans notre service pour avoir éventuellement une offre freemium. Merci beaucoup. Merci. Donc, rendez-vous dans les stands, dans les discussions, dans les salles individuelles. Merci Hamza, Louis. Je vous enlève du stream. Hop. Et je vais inviter
le prochain projet, c'est le Journal des voisins qui devait être présenté par son coach Daniel, mais peut-être que Daniel n'a pas réussi à se connecter. Je peux dire un mot. Donc, c'est un projet ambitieux. C'est un projet qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de tous les experts. On a eu énormément de discussions. On a changé 36 000 fois les différentes façons de voir le projet. Donc, j'espère que Media Lab a apporté, a aidé à structurer. En tout cas, je vois qu'il y a une évolution dans la structuration de vous voulez faire. Allez-y, Simon Gerin. Vous pouvez partager la présentation. Volontiers. Donc, je vous présente notre projet. Oui. Jusqu'à ça parte, voilà. Donc, avec Joran, dans le cadre du Media Lab, on a travaillé sur le projet d'information communautaire, de portail d'information communautaire pour le Journal des voisins. Au Journal des voisins, on est une demi-douzaine de personnes salariées permanentes et on a à peu près autant de stagiaires année après année qui passent qui sortent des écoles de journalisme. Donc, depuis 10 ans, on est une école de journalisme et on espère faire école avec notre projet d'affaires qui se décline sur 3 fronts. Dans un premier temps, se donner une stratégie de revenus, un modèle de revenus numériques pour notre média pour assurer sa croissance, sa pérennité à long terme. En chemin, préparer le départ à la retraite des 2 cofondateurs du journal qui vont quitter l'an prochain après presque 10 ans à la barre du média qu'ils ont créé. Et ensuite, reproduire le modèle d'affaires qu'on va avoir mis sur pied dans Antiquartier-Ville pour créer un réseau de franchises en économie sociale pour notre média. Pourquoi ça? Vous le savez certainement, les médias d'information ont connu des baisses drastiques de leurs revenus publicitaires depuis une dizaine d'années. Notre pari, c'est qu'il faut sortir de la dépendance aux revenus publicitaires traditionnels et penser à des nouvelles sources de revenus. Ce qu'on veut faire vraiment, c'est bâtir un modèle clé en main qui va lever une barrière à l'entrée pour la création de nouveaux médias d'information locale en prenant le programme de membership qu'on va développer dans notre média et en le répliquant sous forme de franchise pour permettre l'exploitation d'un média quotidien d'information locale et éventuellement celle d'un magazine papier bimestriel comme celui qu'on produit 6 fois par année au Journal des voisins. Mais le cœur de notre démarche se situe vraiment sur le web autour de notre plateforme qui a été mise sur pied en 2018 et qui a fait ses preuves là, si on est capable de convertir le succès éditorial, la croissance du trafic qu'on a sur notre site web depuis 3 ans en croissance de nos revenus numériques. Notre succès est assuré, mais donc l'idée, c'est vraiment de convertir ce succès éditorial-là en succès économique et pour ce faire, on va s'appuyer sur ce qui nous caractérise, qui nous distingue des autres médias qui opèrent dans l'environnement où on est, c'est-à-dire le fait qu'on fait de l'information de proximité le cœur de notre travail. On est un média communautaire reconnu par le ministère de la Culture et des Communications, récemment qualifié auprès du gouvernement fédéral et bientôt enregistré, ce qui va nous permettre, comme le fait la presse, d'émettre des reçus pour fin d'impôt aux gens qui vont contribuer à notre programme, donc qui vont adhérer à notre média. La participation locale de la communauté, c'est le cœur du mandat d'un média communautaire. Et ce qui fait notre force aussi, c'est notre modèle d'économie sociale où tous les bénéfices qu'on va générer vont être réinvestis dans le développement de notre média qui va devenir, c'est ce qu'on souhaite, un espace interactif de conversation, de transaction dans la communauté avec des fonctionnalités qui vont être adaptées aux besoins des différents usagers. Bref, en faire vraiment une agora, une place du marché du 21e siècle où les gens vont se retrouver pour participer à la vie communautaire de leur quartier. La proposition de valeur qu'on a commencé à décliner pour d'abord les gens qui nous lisent, c'est-à-dire les personnes qui habitent, qui travaillent dans le quartier, mais aussi les gens qui exploitent des commerces. Donc, c'est vraiment d'aller inciter les gens à travers différentes chose qu'on va leur proposer, à s'investir dans leur journal pour investir dans leurs médias, investir dans leur communauté. Nos objectifs à court terme, c'est vraiment donc les 2 premiers segments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les gens qui nous lisent, principalement les unilingues francophones d'Antiquartier-Ville. On va aller chercher 1 à 5 % de ces gens-là
pour les convertir en membres. Et on veut aussi aller tester auprès des commerçants locaux cette idée-là de forfait, de membership corporatif. On a évalué qu'on a un potentiel de revenus de 35 à 160 000 $ pour ces deux seuls segments-là dans Annecy-Cartierville, ce qui nous fait dire qu'il y a certainement un potentiel de réplication ensuite dans d'autres arrondissements. Pour arriver là, on va commencer par le commencement et c'est là qu'on a besoin de partenaires pour aller chercher des expertises, aller chercher du financement pour faire le travail d'analyse de marché, aller vraiment cibler les besoins, optimiser notre programme de membership existant, traduire les besoins qu'on va identifier dans la communauté en fonctionnalités web qu'on va pouvoir intégrer à notre site web en vue de commercialiser notre programme de membership bonifié à partir de l'année prochaine, ce qui va coïncider avec les 10 ans du journal. Et ce qu'on fait, on pense que c'est pas seulement notre avenir qu'on joue, mais celui de l'information locale, c'est-à-dire qu'on le voit depuis des années, l'information locale est malmenée, mais aussi tous les joueurs de l'industrie s'entendent pour dire que c'est un maillon central de la chaîne. Je vous mets ici une citation là, du vice-président principal des services français de Radio-Canada en commission parlementaire il y a 2 ans qui souligne le fait que les gens sont prêts à soutenir leurs médias locaux, puis la coopérative des médias régionaux qui s'est créée peut en témoigner. Les gens sont prêts, les gens veulent savoir ce qui se passe proche de chez eux. Et donc, c'est ce qu'on propose avec notre projet, de bâtir un réseau qui va permettre de trouver des solutions locales aux problèmes globaux, des solutions globales aux problèmes locaux à travers une information de qualité. Merci beaucoup. Merci Simon, merci Joran. Excellent. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais lire quelques commentaires. Donc, François Robert dit super projet et vous êtes exemplaire depuis de nombreuses années dans votre action. Donc, félicitations. Merci. Patrick White qui rajoute un commentaire. Je crois beaucoup à ces projets de médias hyper locaux, donc on croit en vous. Yannick Pinel, alors, je vais lire. Tous les médias connaissent ce type de croissance de leur trafic. En quoi votre plateforme se démarque-t-elle des autres? Ou tout est lié à la qualité du contenu? Question. C'est une bonne question. Je pense que ce qui nous distingue, c'est vraiment notre contenu, c'est-à-dire que le fait qu'on aille chercher un contenu de niche qui cible ce qui se passe au coin de la rue, les activités qu'il y a dans les organismes locaux, les décisions du conseil d'arrondissement qui affectent les gens dans leur quotidien. Je pense que c'est ça qui est vraiment la clé de notre succès, c'est qu'on touche à une corde sensible des gens. Tous les gens sont interpellés par ce qui les touche le plus directement. Donc, c'est au-delà de notre plateforme, qui effectivement est une plateforme technologique comme une autre, c'est notre contenu qui génère cette augmentation-là de notre trafic. Et donc, c'est ce qu'on espère être capable de convertir en revenus à travers notre programme de membership. Merci. Donc, question de Rémi. Pour l'instant, quelles sont vos sources de revenus? Quel pourcentage provient de la publicité? Joran, est-ce que je peux te laisser répondre là-dessus? Oui, tout à fait. Nos sources de revenus, elles sont diverses. Donc, on a une partie membership, on a une partie subvention au niveau provincial, fédéral, notamment à travers Patrimoine Canada qui nous a donné une petite subvention l'été dernier. Merci beaucoup. Puis le MCCQ là, qui contribue évidemment chaque année à la réussite du journal. Au niveau des publicités, nos revenus, c'est environ, si je fais un calcul rapide, c'est un peu plus que la moitié de tous nos revenus en ce moment. Et c'est progressif, là, ça augmente d'année en année. Cette année 2020 a été assez bien, merci, grâce à l'aide du gouvernement provincial et fédéral qui ont mis beaucoup d'annonces à travers CPS Média. Mais sinon, là, si je regarde de 2018, 2019, 2020, on a une augmentation assez importante. Et par importante, je veux dire, en 2018, par rapport à 2020, on a eu 30% d'augmentation. Et entre 2019 et 2020, on a eu à peu près la même augmentation. Donc, c'est ça, là. Je préciserais, par contre, que la majeure partie de nos revenus publicitaires vont dans le mag papier.
Exact. Et donc, notre pari, c'est vraiment de dire que c'est dans notre stratégie de revenu numérique où on sait qu'on va difficilement pouvoir compétitionner avec Google et Facebook et leurs tarifs, la portée, leur capacité de ciblage de produits publicitaires purs. C'est pour ça qu'on envisage plus aller vers des forfaits aux entreprises sur notre site web. Exact. Le Mac papier, en fait, c'est notre vache à lait pour le moment, puis c'est génial, mais à un moment donné, il va y avoir une fin à ça. Donc, on ne veut pas arriver sur le bord du précipice et puis réaliser que c'est le moment de se retourner. On est juste à temps. Répliquer votre modèle à Rosemont, par exemple, dans le Myland ou sur le plateau de Mont-Royal ou d'autres quartiers de l'île de Montréal? Pardon? Est-ce que vous êtes prêt à répliquer votre modèle dans d'autres quartiers, arrondissements de l'île de Montréal? C'est l'ambition, c'est de dire si on a un modèle qui fonctionne dans un arrondissement avec une diversité de revenus suffisante pour soutenir le travail éditorial qu'on fait, le pari, c'est de dire on peut reproduire ce modèle-là dans tous les arrondissements de Montréal à terme avec un plan stratégique là, de croissance. Si on identifie des partenaires aussi qui veulent prendre une franchise en économie sociale de notre projet, c'est ça le modèle de changement d'échelle qu'on envisage, là, donc de se reproduire en donnant notre modèle à d'autres partenaires à but non lucratif qui pourront le porter localement. Merci beaucoup, Simon Jorin. On va devoir passer à notre projet. Par contre, donc il y a encore 2 questions de Sandrine et de Yannick qui n'ont pas été traitées, mais vous pouvez aller dans la plateforme sur l'événement et répondre directement via le chat. Parfait. Bon. Merci. Hop, on va inviter le dernier projet, TAM Média, qui sera présenté par leur coach Chantal Morin. Et j'ajoute tout le monde. Patrick, je vais t'enlever pour l'instant. Oui, bonjour. Moi, j'ai eu le plaisir d'accompagner l'équipe de TAM Média. Donc, c'est des gens qui sont engagés. Ils ont comme vision une diversité culturelle qui est incluse à la discussion médiatique québécoise. Rien de moins. Et durant leur parcours, ils ont eu l'occasion de rencontrer des gens, des experts vraiment dans le domaine, autant journalistique que médiatique. Et ça l'a déclenché chez eux là, vraiment une réflexion au niveau de leur déontologie et de leur ligne éditoriale. Je pense que ça va vraiment les aider à bien se positionner. Puis, c'est encore à découvrir pour eux. Donc, les commentaires au niveau des entreprises à votre besoin, je pense que ça va que les aider à mieux se positionner puis à répondre à leur mission. Je vais laisser la parole à Léla à Laurence Lanour de TAM Média. Merci Chantal. Donc, Merci Chantal. Bonjour tout le monde. Mon nom est Nour El-Mouri, je suis la fondatrice de TAM Média et aujourd'hui, on va vous présenter avec Laurence qu'est-ce que TAM Média. Mais avant de commencer, j'aimerais ça faire un retour en arrière pour vous expliquer le processus de comment tout a commencé. Donc, dans le fond, TAM Média a commencé par un manque de représentation en tant que ethnie culturelle. Étant jeune, il n'y avait pas beaucoup de représentation de la diversité. Donc, c'est un besoin de s'exprimer, de se faire entendre qui s'est créé. Donc, pour nous permettre de créer des ponts qui vont repousser les limites. Et TAM Média a commencé en tant qu'agence d'influence sur les réseaux sociaux avec des influenceurs de la diversité culturelle. Comme vous voyez dans l'image ci-dessous, vous voyez qu'on est allé atteindre des milestones très importants au Québec. On a fait des campagnes publicitaires avec des marques de beauté pour introduire et marquer un peu l'histoire, par exemple avec la première femme voilée dans les métros de Montréal et tout, c'était une première. Cependant, on voulait aller vraiment plus loin. C'est pour ça notre approche était de créer un média alternatif parce qu'on voulait vraiment aller au-delà de la surface et prendre parole plus en profondeur. Donc, TAM Média est un média alternatif qui publie des vidéos sur les réseaux sociaux pour proposer un espace de dialogue à la fois sécuritaire et sans tabou. Donc, c'est un safe space. Et on est un vecteur de sensibilisation et de remise en question de notre public. On touche à des sujets plus sensibles, plus tabous. On parle de l'actualité en ce moment qui se passe dans la politique et dans la société pour justement marquer notre jeunesse, notre génération multiculturelle sur le web. Donc, qui est l'audience de TAM Média? Notamment une population francophone, puisque notre contenu est principalement en français. On vise une audience jeune, mature et engagée, comme Nour l'a si bien expliqué, donc entre 25 et 34 ans. Puis, principalement BIPOC. Donc, BIPOC, c'est pour Black, Indigenous and People of Color. Donc, notamment les gens qui sont issus de la diversité culturelle au Québec et également les gens qui sont
non issus de la diversité culturelle, mais qui ont un intérêt d'inclusion et de comprendre les enjeux qui touchent la diversité culturelle, surtout dans les médias au Québec. Donc, nos séries, on a pour l'instant 3 séries qui roulent déjà très bien, puis une 4e en construction. Nous avons Thrivers et Givers, qui sont des entrevues plus longues, qui ont un ton sérieux, puis qui vont permettre à des personnes de parler de projets qui se démarquent. Donc, Thrivers, ça va mettre à l'aube des personnes qui excellent dans leur domaine, et Givers, des personnes qui travaillent pour des organisations à but non lucratif. C'est quoi déjà? C'est des courtes capsules vidéo, donc un ton plus léger, plus drôle, qui décortique un usage du langage populaire, puis qui va venir déconstruire des clichés qui peuvent être dans la société. Puis, la 4e, qui est en construction en ce moment, c'est sous un format de table de discussion, de table ronde, où nous amenons des personnes qui sont issues de la diversité culturelle, notamment des enfants de personnes immigrantes, des immigrants, des métis, des personnes adoptées. Puis, ils vont venir discuter du développement de leur identité au cours de leur vie. Donc, en chiffres, depuis mars 2020, donc depuis le début de TAM Média, on a vu une grande augmentation des partages, des vues de notre contenu, puis plus de 30 000 impressions organiques, ce qui nous a permis de confirmer qu'il y a définitivement une demande et un besoin d'avoir un contenu inclusif de la diversité culturelle, puis qui nous motive à créer davantage. Donc, les prochaines étapes pour Tamedia, ce serait de travailler avec des partenaires clés parce que Tamedia veut se positionner en tant que leader dans le contenu justement de la diversité culturelle et on cherche à travailler avec des marques qui ont le désir de s'afficher comme des alliés, qui recherchent à augmenter leur notoriété auprès de notre audience aussi et aussi d'améliorer leur image de marque. Ça va nous permettre justement d'agrandir notre audience, notre portée dans le milieu francophone et dans la province du Québec et aussi de croître notre entreprise notre start-up au fur et à mesure des étapes que nous allons franchir. Donc, voici l'équipe. Si vous avez des questions, on est là. Commentaires, questions. Merci. Merci. Merci beaucoup, Nour. Merci, Laurence et toute l'équipe. Merci à Chantal d'avoir travaillé avec l'équipe TAM Média. En attendant, oui, c'est ça. En attendant les questions, vous allez montrer peut-être une démo, ça serait fun. Oui, allez-y. Oui. Donc, ça, c'est une vidéo de C'est quoi déjà? Ça vous montre un peu comment... Une nouvelle vague de revendication. On est en train d'assister à une nouvelle vague de revendication de ce terme pour se le réapproprier. Lina, est-ce qu'on t'a déjà appelé Blédard? Non, pourquoi? Que tu peux sortir avec un Blédard. Parce que ce terme a toujours été perçu comme étant péjoratif, comme une insulte. Oui, tout à fait, mais il faudrait revenir à la signification et l'origine du terme blédard. Le terme blédard, en fait, il vient du terme bled, c'est un terme arabe qui veut dire terre ou pays originalement, mais ce terme, il a été introduit dans la langue française au début de la colonisation, dans les années 1920, et en fait, il était utilisé pour désigner un soldat indigène, donc qui vient du bled, du pays du Maghreb où est-ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, ce terme signifie une personne dont le pays natal est de l'Afrique du Nord, spécifiquement du Maghreb. Ce terme a radicalement changé de signification. Il est désormais considéré comme péjoratif, presque même une insulte, et il est utilisé pour désigner une personne qui habitait au bled et qui a émigré, mais ne s'est pas adapté aux coutumes du pays dans lequel il ou elle a émigré. Ce terme est généralement utilisé en France et en Amérique du Nord dans diverses circonstances, mais généralement il trouve usage chez la diaspora maghrébine de seconde génération pour se distinguer elle-même des nouveaux arrivants encore trop accoutumés aux traditions de leur pays et aux coutumes de leur pays natal. Culturellement assimilé, mais socialement exclu, l'utilisation du terme blédard est une forme de colonialisme interne héritée d'une histoire mal assumée. Mais toi, voilà, comment tu perçois ce terme blédard? Moi, j'ai aucun problème avec le terme blédard. Je me considère blédard, j'ai pas de problème avec ça du tout. En fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien. Ah, c'est un extrait de la vidéo. Merci. Merci beaucoup, les filles. Merci pour le projet. Donc, on arrive à la fin de la session. Donc, je vais vous lire quelques commentaires. Félicitations pour le progrès. Projet pertinent pour rendre visible ce qui est parfois invisible dans nos médias, effectivement.
Donc, beau projet, félicitations. Je ne sais pas si vous avez une question ou si, Patrick, tu as un commentaire pour... Je suis impressionné de voir à quel point les 6 projets ont évolué. TAM Média, entre autres, le Journal des voisins, le média étudiant de l'UQAM Club École dont on a parlé tout à l'heure, ma petite chimiste en Alberta également né pour un gros pain. Donc, on voit que ces projets-là ont évolué de façon radicale dans les 10 dernières semaines. Et on était là pour aider, conseiller, challenger, remettre en question des idées reçues et penser à des nouveaux modèles d'affaires, utiliser les plateformes, utiliser la technologie en misant sur du contenu à valeur ajoutée, du contenu de qualité. Donc, avec TAM Média, la force, c'est la diversité culturelle qui est très manquante dans les grands médias, en particulier au Québec francophone. Et je crois que c'est magnifique d'avoir vu ces projets-là vraiment évoluer autant dans les 10 dernières semaines. Donc, merci à la piscine, Maria et toute ton équipe, Christophe. Évidemment, les professeurs de l'École des médias de l'UQAM qui se sont rendus disponibles au cours des 10 dernières semaines. Et évidemment, on pense déjà à l'an 2 pour l'an prochain. Exactement. Bon, donc, merci à toutes et à tous. Et donc, ne partez pas très vite. Il vous reste encore les sessions de réseautage, donc le réseautage libre pour ceux qui ne sont pas inscrits pour les rendez-vous B2B. Les entreprises, vous pouvez tout de suite Laurence peut déconnecter et aller directement dans la plateforme. Donc, petit rappel pour ceux et celles qui vont aller dans les sessions. Vous avez sur votre gauche la barre verticale scène, session, réseautage, expo. Donc, pour ceux et celles qui sont inscrits pour les sessions individuelles, vous allez dans les sessions. A priori, les sessions pour lesquelles vous êtes autorisé à assister sont affichées. Donc, selon l'horaire qu'on vous a envoyé hier et aujourd'hui, les rendez-vous durent 15 minutes, donc tardez pas, allez-y tout de suite, discutez un peu plus, prenez rendez-vous, connectez-vous. Comme je disais, la plateforme reste accessible pendant 48 heures, donc vous pouvez revenir, reposer des questions. On va analyser toutes les connexions qui sont créées. Ceux qui ne sont pas inscrits pour les sessions individuelles, réseautage libre est disponible également. Exposition des stands des entreprises. Vous pouvez noter vos commentaires si vous avez des idées de connexion, si vous avez des idées comment vous pouvez aider ces gens d'entreprise, si vous avez envie de vous impliquer. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser vos coordonnées. Ils vous contacteront, on vous contactera. Et donc, merci encore. Je reste connectée, disponible sur chat. Si jamais vous trouvez quelque chose, on va arrêter le stream, mais je vais pouvoir vous répondre par chat. Bon réseautage et à la prochaine édition Media Lab 2022 dans un an. Bye bye.